Je vous recommande de prendre un thé parce que je pense qu'on est sur le plus gros book haul de la chaîne. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agira donc d'un book haul, comme je vous le disais. Un book haul vraiment très conséquent, à savoir qu'à l'intérieur, il y aura donc mes cadeaux de Noël. Il n'y en a pas énormément, des cadeaux livres, mais il y en a quelques-uns. Et surtout, si vous avez suivi mes vlogmas, vous savez que j'ai refait ma bibliothèque de classiques. Donc, j'ai racheté pas mal de titres. Alors, c'est assez impressionnant vu comme ça. La plupart viennent de Vinted, d'autres ont été achetés directement en librairie. Mais ce sont des ouvrages à tout petit prix puisque certains titres classiques sont à 2-3 € en magasin. Donc voilà, j'ai refait un petit peu le stock et j'ai surtout fait en sorte de racheter en tout cas les livres de ces auteurs que je veux vraiment lire et relire cette année 2023. Pour ceux qui ne sont pas du tout intéressés par la littérature classique, je vais d'abord commencer par le young adult, par la fantasy et par les mangas que j'ai pu recevoir ou acheter ces derniers temps. Et ensuite, je basculerai donc sur les classiques, la partie la plus conséquente du book haul, avec vraiment pas mal de livres, mais vous le verrez. Durant ces vlogmas, Nina de la chaîne Nina Quill proposait un concours pour remporter Et si on pliait les étoiles d'Erika Boyer, qui est une autrice auto-éditée dont j'entends beaucoup parler sur les réseaux. Et j'étais assez curieuse de découvrir cet ouvrage-ci, donc j'ai remporté le concours, je suis vraiment très contente. Donc il s'agit d'une romance, mais en tout cas c'est une romance qui se présente sous forme de calendrier de l'Avent, c'est-à-dire que chaque jour de décembre vous pouvez lire un chapitre de cet ouvrage et je trouve que le principe est plutôt sympa, donc je vais me le garder pour l'année prochaine. De la part des éditions Albin Michel, j'ai reçu 3 livres de la rentrée littéraire. Donc le premier, il s'agit de Harlem Shuffle de Colson Whitehead, qui est un ouvrage donc de l'auteur de Underground Railroad que vous connaissez peut-être, et aussi de Nickel Boys qui a fait un petit carton quand même il y a 2-3 ans. Et donc c'est un ouvrage qui s'inscrit dans cette lignée-là. Je n'en sais pas beaucoup plus et je ne vais pas lire le résumé parce que je n'ai pas envie d'en savoir plus. J'ai vraiment envie de découvrir la plume de cet auteur puisque ce sera vraiment une découverte pour moi. Je n'ai rien lu de ce qu'il a fait avant et je suis très curieuse d'en savoir plus. Le second que j'ai reçu, c'est Morgane Pendragon de Jean-Laurent Del Socorro. J'espère qu'il n'y a pas trop de surbrillance là et que vous n'êtes pas trop gênés. Mais on est ici sur une adaptation des légendes arthuriennes. Donc Morgane Pendragon, qui est la fille d'Uther Pendragon, voilà, va réussir à retirer Excalibur de son rocher à la place d'Arthur. Et donc on va suivre cette histoire-là. Je suis vraiment très curieuse de découvrir cet ouvrage parce que j'aime beaucoup les réécritures du mythe arthurien. Et le dernier, il s'agit donc de Soumise de Christine Auban qui nous parle de l'histoire de la sœur de Blaise Pascal, qui est donc l'auteur des Pensées. Et j'étais très curieuse de découvrir ce livre, donc je ne sais pas du tout si c'est un roman historique ou si c'est vraiment basé sur des faits très réels et que c'est agrémenté de recherches vraiment précises. Mais j'étais curieuse d'en faire la lecture, donc voilà, en plus ça va complètement me sortir de ma zone de confort parce que je ne lis pas du tout de romans historiques et j'imagine tout de même que c'est assez romancé. On verra bien. De la part des éditions Nathan, j'ai reçu Les 12 d'Aristar de Jordan Ifueko, qui est un premier tome, me semble-t-il. Donc je vous montre un petit peu la couverture parce que je la trouve très sympa. Donc ici, on suit la jeune Tarisai qui a grandi dans un palais isolé loin de la capitale, élevée par une mère mystérieuse. À 11 ans, elle est envoyée à la sélection des conseillers du jeune prince Dayo. Au moment de partir, sa mère l'oblige par un vœu magique à une mission tout autre. Elle devra gagner l'amitié de Dayo, puis le tuer. Talsai ne veut pas attendre que la malédiction de sa mère s'accomplisse, elle ne veut être l'instrument de personne. Mais voilà qu'à 16 ans, le temps lui est compté. Son lien avec le prince est plus solide que jamais. Sera-t-elle assez forte pour suivre son propre chemin? Donc c'est un ouvrage qui est un petit peu illustré, enfin tout du moins en tête de chapitre, et qui est vraiment voilà, sur une mise en page très confortable. Je pense qu'il sera lu rapidement. Allez, on passe à mes achats pour... alors, il n'y aura que des Deux Saxus par contre, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une réédition donc, du premier tome de Crescent City qui est ici. Je ne vais pas plus vous en parler parce que je pense que tout le monde a vu passer Crescent City. Donc, le premier, c'était Crescent City tome 1. Je me suis ensuite procuré le tome 2, évidemment, donc en édition reliée. Les éditions sont absolument magnifiques, comme d'habitude. Et je n'ai toujours pas lu le premier, donc c'est quelque chose auquel il faut que je remédie rapidement, évidemment, mais ce sont vraiment de grosses briques. Ensuite, je me suis pris la 9e maison de Lace Bardugo que j'avais dans ma palle il y a quelques temps maintenant et dont je m'étais séparée. Mais c'est vrai que voilà, je suis plutôt curieuse de me lancer dans ce récit, surtout parce que j'avais commencé Le Maître des Illusions de Donna Tartt et qu'il y a cet écho un petit peu
d'être dans une académie mystérieuse dans laquelle il se passe des choses un petit peu obscures. J'étais finalement retentée par ce livre, donc je l'ai repris en hardback lorsqu'il a été réédité. Et enfin, le dernier de chez De Saxus, c'est Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune, qui a l'air d'être un récit très cocooning, très doux. Et je pense que j'en ferai la lecture peut-être au printemps ou lorsque j'aurai une petite baisse de morale. Il est un peu plus fin que les autres, donc il se lira plus rapidement, évidemment. Je suis vraiment très curieuse de découvrir cet auteur parce que j'ai La maison au milieu de la mer céruléenne, je crois, dans ma palle également, et je ne l'ai toujours pas lu, donc je pense qu'il faudrait que je me lance à un moment donné. De la part des éditions Glénat, j'ai reçu plusieurs choses. J'ai reçu le premier tome d'Alter Ego, qui est un shoujo. Quand sa meilleure amie Elena lui annonce qu'elle a maintenant un petit copain, le jeune Noël a déjà beaucoup de mal à l'accepter, alors quand June, une autre amie très proche d'Elena, arrive dans l'équation, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais au fur et à mesure que Noël et June apprennent à se connaître, leur rivalité se mue petit à petit en un sentiment nouveau. Donc ça a l'air d'être un petit récit très doux à voir si c'est sympa. Ensuite, toujours de la part des éditions Glénat, j'ai reçu les tomes 1, 2 et 4 de Shangri-La Frontière. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a que... Enfin, il me manque le 3, mais bon, je me lancerai déjà dans les deux premiers. C'est une saga dont j'ai entendu beaucoup de bien. Il y avait eu pas mal de communication faite autour de la sortie de la saga. Et là, on est sur un shonen. Donc, Sunraku est un passionné de jeux vidéo un peu particulier qui voue sa vie à s'essayer au pire bouse, scénario bancal, bug dans tous les sens. Il prend un malin plaisir à déjouer tous les pièges. Mais lorsqu'il décide pour une fois de s'attaquer au MMORPG Shangri-La Frontière, un greatest of all time aux 30 millions de membres inscrits, il ne se doute pas qu'il va devoir faire preuve de tous ses talents pour venir à bout d'une épreuve encore plus corsée, et tout ceci affublé d'un masque ridicule. Une autre saga que les éditions Glénat m'ont fait parvenir, c'est Pour le pire, donc c'est un seinen cette fois, je vous montre les couvertures rapidement. Donc ici, alors le résumé, employé au service d'aide sociale à l'enfance et toujours célibataire à 30 ans passés, Arata Natsume n'a jamais envisagé de se marier. Mais un jour, Takuto, un des enfants qu'il suit, lui demande de rencontrer à sa place Shinju Shinagawa, la condamnée à mort qui a tué son père. Afin d'éloigner Takumu du danger, Arata accepte de se rendre seule au centre de détention de Tokyo, interroger Bozo Shinagawa, tueuse en série de 21 ans. Et j'ai vu beaucoup de retours positifs sur cette saga, donc j'ai hâte de pouvoir me faire mon idée et de vous en parler. Je crois que c'est le dernier manga de la part des éditions Glénat, donc c'est Sirius, je vous montre la couverture. C'est un shoujo, donc c'est vraiment... Alors je l'ai trouvé très mignon, hein. J'avoue j'ai pas lu le résumé lorsque je l'ai demandé, c'est que vraiment je l'ai trouvé très mignon tout simplement. Suite à un malaise cardiaque en plein match, Dani voit sa carrière de joueuse de tennis prendre brusquement fin, fragilisée par sa santé, mais également par la relation avec sa mère qui n'arrive pas à accepter la situation. Elle vient se reposer dans un petit village au bord de la mer. C'est là qu'elle fait la rencontre de Blanca, une jeune fille passionnée d'astronomie qui lui fera découvrir l'immensité du ciel étoilé et des possibilités qui s'offrent à elle. Plus que 2 services presse et après je passe à la littérature classique. Donc Silence Radio d'Alice Oseman qui est paru avec cette nouvelle couverture chez les éditions Nathan. Donc Alice Oseman c'est l'autrice notamment de Heartstopper, donc la saga graphique qui a vraiment cartonné ces dernières années, qui est d'ailleurs sortie en collector il n'y a pas longtemps chez Hachette et qui a été adaptée par Netflix. Et Silence Radio, alors j'ai peur de confondre avec Solitaire. Alors il me semble que dans cette histoire, on va suivre une jeune fille qui rêve d'entrer à la fac, qui est fan d'un groupe ou d'une émission de radio, je ne sais plus exactement, et qui va rencontrer en ligne quelqu'un avec qui elle va discuter et tisser une relation très intense. Voilà, je crois que c'est ça. J'ai pas envie de vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler, parce que moi je me l'étais fait spoiler à une époque, je suis contente de ne pas m'en souvenir tant que ça finalement. Mais voilà, donc chez Nathan, vous pouvez maintenant retrouver les couvertures VO en fait d'Alice Oseman. La réception qui m'a fait chaud au cœur, c'est cette box des éditions PKJ avec le nouveau roman de Joanne Richoux, à savoir Sillage, qui est absolument sublime et je suis vraiment ravie de l'avoir reçu. C'est ma prochaine lecture, voilà, je vous le dis, c'est ma prochaine lecture. Pour en avoir beaucoup discuté avec Joanne, je sais que c'est un ouvrage qui lui tient particulièrement à cœur et le petit mot qu'elle a glissé dans cette box ne fait que confirmer cela. J'aime beaucoup l'idée, il s'agit d'une réécriture du Parfum de Patrick Suskind, qui était un ouvrage que j'ai beaucoup aimé et ça ne m'étonne pas que, que Joanne se soit lancée là-dedans puisque je connais sa passion pour les odeurs et pour les parfums. C'est un ouvrage qui est aussi très métaphorique de ce que j'ai compris. J'ai déjà vu plusieurs retours très élogieux sur l'ouvrage. J'ai hâte de me faire mon avis, évidemment. Jade, 19 ans, emménage à Paris pour réaliser son rêve, travailler en parfumerie. Loin de sa Bretagne natale et de sa grand-mère, elle découvre la vie d'adulte, les plaisirs qu'offre la capitale, ses dangers, ses odeurs suaves ou répugnantes.
Lors d'une soirée, elle s'éprend de Victor, alias Domino. Entre ce garçon qui voit le monde en noir et blanc et Jade dont l'essence se mélange, c'est le coup de foudre. Mais Victor est lunatique et cet amour va faire sombrer la jeune fille. Par chance, elle rencontre Zachary Mignard, un célèbre parfumeur qui l'a choisi comme apprenti. Jade n'a plus qu'une obsession, créer sa fragrance. Elle veut posséder les effluves de ceux qu'elle croise, mettre en flacon les peaux, les cheveux, quitte à briser tous les intérêts. Évidemment, c'est une immense joie de retrouver la plume de Joanne et j'avais une hâte, mais... Enfin, vous n'imaginez même pas, je suis juste tellement contente que cet ouvrage soit là. Alors je me suis trompée, il reste un service presse, donc Terukan Boy de Yu Nakahara, publié chez les éditions Doki Doki, qui est un premier tome, je pense, c'est un seinen. Je vous lis juste la phrase d'accroche au dos. 3 trentenaires qui font face aux difficultés de la vie vont braquer 30 millions de yens. C'est le moment de prendre le plus grand pari de notre existence. Alors je vous montre un petit peu les illustrations qui font vraiment manga très classique en fait. Ça fait longtemps que j'ai pas vu des illustrations comme celle-ci. Et ce n'est pas un tome 1, c'est une histoire complète. Je viens de voir la mention au dos de l'ouvrage, désolée. On passe maintenant à la littérature classique. Et là, il va y avoir pas mal de choses. Je ne vais pas pouvoir faire tous les résumés, évidemment. Je pense que ça va être trop compliqué. Je vais m'attarder plus peut-être sur les livres que je compte lire très prochainement parce qu'il faut choisir en fait et que je ne sais pas comment choisir, donc on va partir de ce principe-là. Donc pour commencer, pour aller très vite, j'ai pris... Alors là, j'en ai pris que 4, mais j'ai complété en fait ma collection des Rougon-Macquart de Zola lorsque je me suis rendue à Gilbert Joseph la dernière fois. Donc ici, j'ai Peau bouille, La joie de vivre, La bête humaine et Le rêve. Donc moi, je n'en suis pas du tout là puisque La bête humaine, c'est le tome 17, Le rêve, c'est le tome 16, La joie de vivre, c'est le tome 13 et Peau bouille, c'est le tome 10. Et personnellement, j'en suis au tome 5, à savoir Son Excellence Eugène Rougon. Donc j'ai un petit peu de marge avant de me lancer dans ces ouvrages-là. Mais j'étais contente de les avoir tous parce qu'il m'arrive parfois de les enchaîner très rapidement. Et puis comme vous pouvez voir, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, ce sont finalement des tout petits prix puisque donc celui-ci il était à 3,69 €, mais les autres je les ai pris d'occasion, donc il y en avait un à 3 €, l'autre à 4 et l'autre à 5. Donc finalement avec Macaniol Gibert, lorsque je revends les ouvrages que j'ai déjà lus, ben, voilà, ça m'a permis de refaire un petit peu mon stock et de compléter ma collection des Rougon-Macquart puisque c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Parce que j'en ai entendu énormément de bien et que c'est un auteur que j'affectionne particulièrement, j'ai pris Lettre d'une inconnue de Stéphane Zweig. Tout ce que j'en sais, c'est qu'on suit ici un auteur qui va recevoir une lettre d'une femme qu'il ne connaît pas, une femme qui est secrètement amoureuse de lui. Et voilà, et donc c'est l'histoire qui va tenir dans ce petit récit. Les romans de Zweig sont souvent très courts, mais brillamment écrits, et il arrive à mettre des choses en place en tellement peu de pages. C'est très surprenant, c'est vraiment des lectures qui marquent. Je me rappelle encore de ma première lecture du joueur d'échecs, qui était vraiment une grosse expérience. Et je pense que ce sera mon prochain Zweig, même si j'hésite avec La confusion des sentiments. Celui-ci me tente vraiment beaucoup et c'est d'ailleurs pour ça que je me le suis procuré la dernière fois. Et encore une fois, on est sur des tout petits prix puisqu'il était à 1,50 €. J'ai terminé Crime et Châtiment il y a peu et je ne me sentais pas de me lancer immédiatement dans Les Démons, qui est le prochain gros morceau de Dostoïevski que je suis censée lire. J'ai pris Les Nuits Blanches, qui est beaucoup plus bref. Donc dans ce récit, on suit un jeune homme solitaire et romanesque qui rencontre une nuit dans Pétersbourg désert une jeune fille éplorée. Désespérée par un chagrin d'amour, Nastenka se laisse aller au fantasme du jeune homme et pris dès le premier instant, le berce et se berce dans l'illusion d'une flamme naissante. Là pareil, j'en ai entendu énormément de bien, c'est vraiment un tout petit texte qui fait à peine 100 pages, donc je pense qu'il sera lu rapidement et il me tente énormément. Je pense que celui-ci, c'est aussi une de mes prochaines lectures. Il y a longtemps que je veux me replonger dans les écrits de Marguerite Yourcenar et pour ce faire, j'ai choisi Les Nouvelles Orientales. Il me semble que j'avais vu plusieurs posts Instagram à ce sujet qui sont arrivés dans mon fil d'actualité en même temps et que c'est pour cette raison que c'est spécifiquement cet ouvrage-là vers lequel je me suis tournée. Mais je n'en suis plus sûre. Entre les vidéos YouTube et les posts Instagram, c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à faire la part des choses. Mais en tout cas, c'est certain que cet achat a été influencé par les réseaux. Et les avis étaient extrêmement élogieux. La plume de Marguerite Yourcenar est vraiment incroyable. C'est vraiment une très très belle plume. Et j'ai adoré L'œuvre au noir, j'ai adoré Les mémoires d'Adrien. Donc pourquoi pas découvrir Marguerite Yourcenar sous le format de la nouvelle avec ces nouvelles orientales. Je pense qu'on va retrouver ici les thématiques qui étaient très courantes au 19e et qui ont encore eu de l'écho au 20e, à savoir cette espèce de passion pour l'orientalisme en fait.
J'imagine que ça va traiter de ce genre de choses, mais je ne suis pas certaine et je reviendrai vous en parler de toute façon dès que je l'aurai lu. Un classique de la littérature japonaise, j'ai pris Le Pavillon d'or de Yukio Mishima, qui est un ouvrage qui m'intrigue beaucoup et dont j'entends énormément parler depuis des années et des années. Si je me rappelle bien dans cette histoire, Yukio Mishima met en scène un jeune homme qui va se prendre d'adoration pour le pavillon d'or et finir par y mettre le feu. C'est une histoire tirée d'un fait divers, donc c'est une histoire vraie et je n'en sais pas beaucoup plus. Je ne me suis pas documentée sur l'histoire, je le ferai, je pense, suite à cette lecture. Mais j'ai beaucoup aimé l'idée initiale de cette espèce de fanatisme qui va jusqu'à être consumé, en fait, littéralement. Je pense que ça va être très intéressant et j'hésite, du coup, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu Mishima, est-ce que je commence par Le Pavillon d'or ou est-ce que je commence par Confession d'un masque, voilà. Il me manquait un seul ouvrage de Flaubert dans ma bibliothèque. C'est un ouvrage que j'ai lu lorsque je rédigeais mon mémoire de M1, je crois, donc La Tentation de Saint-Antoine, qui était un livre que j'avais vraiment beaucoup aimé travailler. Je travaillais sur l'ennui dans Madame Bovary. Et j'avais eu vraiment une énorme envie de découvrir Flaubert sous toutes ses facettes. Alors, parce qu'il y a beaucoup de choses différentes chez Flaubert. La Tentation de Saint-Antoine, ce n'est pas dans la lignée de l'éducation sentimentale et de Madame Bovary, ni de Salammbô. On est sur quelque chose de complètement différent. C'est un texte qui a été réécrit vraiment à de multiples reprises. Et on va être donc dans la tentation de Saint-Antoine, donc un saint qui va avoir des hallucinations, va avoir des espèces de bouffées euphoriques, de fièvre très particulières qui s'apparentent presque à de la possession démoniaque et qui vont pousser donc ce saint dans ses retranchements et qui vont venir tester sa foi. C'était vraiment incroyable, j'avais beaucoup aimé ma lecture. On est dans un écrit, encore une fois, où Flaubert parle beaucoup de ces espèces d'élans des passions et du romantisme avec un œil un petit peu cynique. Et vraiment, c'est dans les choses que j'ai aimé tout ce que j'ai lu de Flaubert, même si j'ai moins aimé Salammbô. Honnêtement, La Tentation de Saint-Antoine, c'était une énorme surprise parce que je ne m'attendais pas à aimer autant lorsque j'en ai fait la lecture. Je le voulais dans ma bibliothèque et de toute façon, j'ai très envie de le relire. Donc voilà, on a l'impression qu'il est assez conséquent comme ça, mais il faut savoir que, alors je vous montre ça, voilà, en fait le récit fait ça et il est écrit sous forme un petit peu, c'est pas un petit peu, il est écrit sous forme théâtralisée. Donc ça se lit assez vite. Alors, les œuvres poétiques de Louise Labbé. Louise Labbé, je l'ai fait étudier l'année dernière. J'ai fait étudier le fameux Jeudi je meurs, qui est extrêmement connu. Et je n'avais pas d'ouvrage de Louise Labbé dans ma bibliothèque. Et d'ailleurs, je dois reconnaître que je ne m'étais pas plus penchée que ça sur son œuvre. J'ai lu quelques poèmes, mais je n'ai pas tout lu, pas du tout. Je me suis beaucoup intéressée par contre à son histoire, puisque j'avais fait un cours d'introduction un petit peu sur qui elle était, enfin vraiment sur un aspect très biographique. Et j'avais envie d'en découvrir plus de l'autrice, donc voilà, d'où cet achat. Je crois que celui-ci, je l'ai eu sur Vinted, et voilà, vraiment peut-être pour 1 euro ou quelque chose comme ça. Donc j'étais vraiment très contente. C'est la fameuse collection Gallimard Poésie, et j'aime beaucoup les mises en page de la maison d'édition. Je trouve que c'est très épuré, très simple à lire, grand confort de lecture, donc très heureuse de l'avoir dans ma bibliothèque. Alors, l'achat d'un ouvrage qui m'avait laissé sceptique lors de ma première lecture, La Métamorphose de Kafka. Alors, non pas que je n'ai pas aimé, mais j'avais été sceptique. Voilà, tout simplement. Je m'attendais pas vraiment à ce que les choses soient présentées de cette façon-là. Et j'ai très envie d'en faire la relecture depuis quelques temps. On est là aussi sur un récit extrêmement bref, puisqu'il fait 120 pages. Mais voilà, encore une fois, écrit assez gros. Je pense que vous connaissez tous l'histoire de la métamorphose de Kafka, mais en gros, si je dois synthétiser, on est dans un récit qui va un petit peu s'apparenter à de l'absurde, et donc on va avoir la métamorphose d'un homme, qui est un homme tout à fait normal, qui un matin va se réveiller et se transformer petit à petit en insecte. Donc on va suivre tous les bouleversements de sa vie, la perception de ses proches, tout ce qu'il ne peut plus faire et comment lui se perçoit après cette métamorphose. Bref, c'est un roman fantastique, évidemment, mais traité d'une façon très particulière, et c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'en faire la relecture. Je pense qu'il y a des subtilités qui m'avaient échappé lorsque je l'avais lu la première fois, parce que ça remonte quand même maintenant à une paire d'années, on va pas se mentir. Donc voilà, très envie d'en faire la relecture. J'avais envie de relire un petit peu de littérature du XVIIIe siècle, et je n'avais jamais lu Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre,
qui est un roman un peu plus conséquent quand même, qui met en scène l'histoire d'amour de Paul et Virginie qui sont amis d'enfance, qui ont vraiment tout vécu ensemble et qui un jour vont développer des sentiments l'un pour l'autre qui vont au-delà de l'amitié ou du rapport fraternel qu'ils pouvaient avoir. C'est une histoire tragique avec une séparation des personnages. J'ai vu notamment pas mal de comparaisons avec Roméo et Juliette, mais j'ignore dans quelle mesure cette comparaison est juste puisque j'ignore comment se termine la vie de ces deux protagonistes. Mais voilà, ça fait partie des récits qui ne traîneront pas longtemps dans ma palle parce qu'ils me tentaient quand même depuis un petit moment et ça fait un petit moment que je n'ai pas lu de littérature du 18e. Je vais essayer d'accélérer un peu parce que sinon on va vraiment pas s'en sortir. J'ai repris une nouvelle édition de Belle Amie, mais c'était purement pour le confort de lecture parce que l'édition que j'avais était absolument illisible et que, grand drame de ma vie, je n'ai jamais terminé Belle Amie de Maupassant, donc voilà, je compte y remédier rapidement. Ensuite, j'ai pris Les Inséparables de Simone de Beauvoir, qui est en gros comme une espèce de chapitre annexe à Mémoire d'une jeune fille rangée, mais consacré à Zaza, qui était donc la meilleure amie de Simone de Beauvoir dans sa jeunesse. Et voilà, depuis sa sortie, celui-ci, je savais que je le voulais, et dès qu'il est paru en poche, je me le suis procuré. Donc très contente de l'avoir. Je ne l'ai toujours pas lu, voilà. Mais de toute façon, c'est le problème, j'ai envie de vous dire. Chaque fois que je fais un book haul, je me dis, c'est pas possible, quand est-ce que... Mais quand lire tout ça, voilà. Ensuite, je n'ai jamais lu Hermann Hesse. Je me suis procuré Narcisse et Goldmund. C'est dans l'Allemagne du Moyen-Âge que Hermann Hesse, prix Nobel de littérature, a situé l'histoire du moine Narcisse et de Goldmund, enfant très doué qu'on lui a confié et auquel il s'attache. Il sent que sa vocation n'est pas le cloître et l'aide à choisir sa voie. C'est alors pour Goldmund la vie errante, les aventures galantes, avant qu'il ne décide par sagesse de devenir sculpteur. L'art sera une façon de chercher le beau. Philosophe autant que poète et romancier, Hermann Hesse aspire à une civilisation idéale où régnerait un équilibre entre spiritualité et animalité. Toute son œuvre est imprégnée de ce désir de conciliation. Ce sera une petite surprise puisqu'en termes de résumé à proprement parler, je n'en sais pas beaucoup plus, mais très curieuse de découvrir la plume d'Hermann Hesse. Un ouvrage de Colette avec Sido suivi des Vrilles de la Vigne. Alors c'est un recueil de nouvelles de Colette. C'est un de ces seuls ouvrages que je n'avais pas en ma possession et je l'ai trouvé sur Vinted à un prix vraiment dérisoire puisque j'ai fait un lot en fait dans une boutique. Et comme je le voulais vraiment et que je sais qu'il est étudié actuellement dans pas mal de classes, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'en faire la lecture puisque une petite nouvelle de Colette à étudier, ça peut être très sympa. Ensuite, j'ai pris La Dame au petit chien de Tchekhov, donc ce sont des nouvelles de Tchekhov. Je n'ai encore jamais lu l'auteur, mais comme je me penche un peu plus sur la littérature russe, c'est un de mes projets de cette année, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion et je l'ai également trouvé sur Vinted sur la même boutique. Ensuite, j'ai pris Agnès Grey d'Anne Brontë. En janvier, j'ai prévu de lire Les Hauts de... J'arrive plus à parler. En janvier, j'ai prévu de lire Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë, qui est donc au programme du challenge en gros que je voulais faire cette année, à savoir 12 mois, 12 classiques. Et donc après moult votes sur Instagram, c'est Les Hauts de Hurlevent qui sont ressortis pour ce mois-ci. J'avais très envie de découvrir les autres sœurs Brontë, donc je me suis pris celui-ci. Et je ne sais pas si ce n'est pas celui dont j'ai entendu le plus de bien finalement, parce que sur Les Hauts de Hurlevent, certaines personnes sont assez sceptiques. Et concernant les ouvrages de Charlotte Brontë, donc Jane Eyre, c'est un petit peu la même chose. Alors ce qui est critiqué, c'est très souvent l'aspect gothique un petit peu des romans, donc gothique au sens littéraire. Et apparemment, je sais pas, Anne Brontë serait différente. Alors personnellement, la littérature gothique ne me dérange absolument pas. Mais voilà, si ça se marginalise un petit peu par rapport à ce qu'ont fait les deux autres sur Brontë, ça peut être aussi très intéressant. Ma prochaine lecture Virginia Woolf, ce sera Orlando, c'est certain. J'avais prévu que ce soit Les Vagues, mais c'est vrai que suite à beaucoup de retours qui me parlaient d'un ouvrage extrêmement contemplatif et dans une veine un peu complexe, je me suis dit que j'avais peut-être envie de quelque chose d'un peu plus léger après ma lecture de Mrs. Dalloway. Et je trouve que Orlando n'est pas mal. Moi, Virginia Woolf, je l'ai découverte avec Une chambre à soi. C'est la première chose que j'ai lue de l'autrice, qui avait vraiment été une claque incroyable. Ça fait partie des premiers ouvrages que j'ai lus sur un petit peu cette question de la femme autrice. Et voilà, petit à petit m'est venue une passion pour Virginia Woolf, pour son existence et pour ce qu'elle a pu produire. Donc évidemment, j'ai envie de lire Orlando. Un ouvrage qui parle des conditions de travail dans les abattoirs, donc La Jungle d'Upton Sinclair. Alors, en 1906, l'apparition de La Jungle provoque un scandale sans précédent à travers l'histoire d'une famille d'immigrants lituaniens. Upton Sinclair y dévoile l'horreur de la condition ouvrière dans les abattoirs de Chicago, propriété des trusts de la viande.
La jungle est bientôt traduite en 17 langues, tandis que l'auteur, menacé par les cartels mais porté par le mécontentement populaire, est reçu à la Maison-Blanche par le président Roosevelt. Une enquête va confirmer ce qu'avance Sinclair et donner lieu à une vague de réformes qui touche la vie économique tout entière. La jungle, par sa puissance d'évocation, par sa sincérité, transforme le message humanitaire en épopée. Alors celui-ci, j'en ai entendu parler sur plusieurs chaînes YouTube, mais il y a quelques temps maintenant, et c'est vrai que j'avais très envie de l'acquérir. Et j'en ai profité, pareil, toujours avec cet achat que j'ai effectué sur Vinted. J'aimerais le lire assez rapidement, celui-ci, parce que vraiment, il était sur ma wishlist depuis un moment et il me tente beaucoup. Et enfin, je termine ce book haul avec Brothers de Yuwa, dont j'ai entendu parler sur la chaîne d'Antastasia, qui est une histoire, donc c'est de la littérature chinoise. Et c'est une histoire qui va parler de deux frères, d'où le titre. C'est un ouvrage qui va parler de l'histoire chinoise à travers la vie de deux hommes qui ne sont pas frères de sang, mais qui ont un rapport de proximité très important. Ça va interroger la morale du système chinois, les atrocités politiques qui ont pu être commises à certains moments. Et donc c'est un ouvrage qui va retracer tout ça, donc vraiment plusieurs décennies de l'histoire chinoise à travers la vie de ces deux frères. La littérature chinoise, c'est une littérature que je ne connais pas du tout. Je crois même que Yuhua va être ma découverte en la matière et je suis très contente de commencer par là parce que j'en ai entendu énormément de bien. Bon, ce book haul est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu, que ce n'était pas trop long parce que là, j'ai vraiment, personnellement, je croule sous les livres là. J'espère aussi que ça vous a donné quelques idées de lecture, même si j'ai dû passer très rapidement sur certains ouvrages. Si certains ont piqué votre curiosité, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Je vous ai remis tous les titres et tous les noms des auteurs pour que ce soit un peu plus simple pour vous. Ils sont dans l'ordre d'apparition dans la vidéo pour que ce soit plus facile. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.